Marion Sigaud, vous avez dernièrement, vous sortez un livre sur l'histoire d'une chercheuse qui s'appelle Judith Reisman. Judith Reisman. Et nous sommes aujourd'hui à la manifestation Gilets jaunes Canal historique, place de la Bourse, où nous aimerions en fait que vous nous racontiez le fruit de recherches que vous avez faites, de la relation que vous aviez avec Judith Reisman sur ses travaux, et l'histoire en fait qui vous a mené à écrire ce livre que vous sortez ces jours-ci. Alors, il s'agit de 2 livres, mais je vais vous raconter ça. D'abord, je me suis intéressée à la pédophilie parce que en m'installant à la campagne dans Lyon au début des années 90, j'ai été confrontée à une réalité que je soupçonnée avant, c'est qu'il y avait des adultes qui enlevaient et abusaient d'enfants. Je n'avais jamais entendu le mot avant. Ça a été une révélation absolument fracassante et terrifiante pour moi. J'étais à peu près tranquille. Enfin non, j'étais pas heureux, mais disons que j'étais tranquille avant. Et là, j'ai perdu le sommeil, hein, vraiment. Donc j'ai commencé à enquêter sur la chose et c'est comme ça que j'en suis arrivée à avoir écrit tous ces livres, à faire fait toutes ces recherches aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur la pédophilie? Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Il y a toujours eu des gens qui ont eu comme fantasme de posséder charnellement des enfants. Alors, soit des jeunes gens, soit des adolescents, soit des préadolescents, ou même carrément des tout petits enfants. Ça va même jusqu'à des nourrissons. Il y a des gens qui ont cette pathologie-là. Donc, ce vice, parce que c'est un vice, je veux dire, on ne touche pas aux enfants, hein, ça c'est une règle universelle. Ce vice a toujours été très sévèrement réprimé par la loi. Je vois sous l'Ancien Régime, quelqu'un qui a violé un enfant, c'est la peine de mort, laissez tomber, c'est même pas la peine d'essayer d'argumenter, savoir s'il y a des circonstances atténuantes. Donc, à partir du moment où c'est très sévèrement réprimé, c'est évidemment caché, voilà. Donc, comme c'est un vice caché, c'est un vice qui concerne des notables, c'est-à-dire des gens puissants. On s'en rend compte maintenant avec l'explosion de ce qu'on appelle les dossiers Epstein. Donc la pédophilie a toujours existé, elle a toujours concerné des gens puissants qui se cachaient, et j'ai fait des recherches historiques qui m'ont fait conclure que sous Louis XV, c'est-à-dire j'ai fait l'étude entre 1747 et 1757, j'ai vu que les juges, le Parlement de Paris, c'est-à-dire les juges ont harcelé le roi et l'Église pour avoir le droit de continuer de s'occuper des pauvres et de leurs enfants sans que personne ne vienne regarder ce qui s'y passait. Ça a été la découverte d'un scandale du siècle. Ces notables, ces juges qui s'occupaient des pauvres et qui ne voulaient pas qu'on vienne voir ce qu'ils faisaient avec, ont toujours voulu, et c'était dans les gènes de l'institution qu'ils avaient créée, qui s'appelait l'hôpital général, ils ont toujours voulu séparer les pauvres de leurs enfants. C'est-à-dire que le modus operandi de ce genre de système, ça consiste à dire les parents ne savent pas s'occuper de leurs enfants, on va séparer les enfants des parents et nous allons nous en occuper. Une fois que les parents ne sont plus à même de protéger leurs enfants, tout est permis, tout est possible, et c'est là qu'on découvre les réseaux pédocriminels. En tout cas que moi j'ai découvert les réseaux pédocriminels de l'Ancien Régime. Ça concernait le Parlement de Paris, pas uniquement lui, mais essentiellement lui, qui ont fait vraiment la misère au roi et à l'Église jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la Révolution, pour avoir le droit de continuer de s'occuper des pauvres comme ils l'entendaient. Et une analyse très très précise et minutieuse des registres d'entrée et de sortie des enfants à l'hôpital général m'a montré que en fait ces enfants disparaissaient par milliers et il n'y avait absolument aucune autre issue que les réseaux pédocriminels. Alors si quelqu'un veut essayer de me démontrer le contraire, je l'attends. J'ai écrit un livre qui s'appelle La Marche rouge, dans lequel je donne toutes les références archétypiques qui prouvent que les magistrats du Parlement de Paris, sous l'Ancien Régime, sous Louis XV, et ensuite ça a continué sous d'autres formes, se servaient des enfants pauvres pour leur cochonnerie, enfin pour assouvir leur vice. Voilà. Alors la pédophilie a une double fonction. Elle a l'assouvissement des pulsions des pervers, et également c'est également un moyen de chantage. À partir du moment où vous avez réussi à compromettre quelqu'un dans une chose pareille, le crime est tellement universellement reconnu comme criminel que la personne est ligotée et il viendra là où on veut qu'elle vienne. Ça a été notamment le cas de
XV. Louis XV, alors qu'il n'était pas aussi vicieux que ces messieurs du Parlement, parce que lui, il torturait pas les enfants, il les chassait pas, mais disons qu'on lui mettait des petites filles dans son lit et il consommait, il est bien évident que le roi, à partir du moment où il s'était adonné à ce crime, n'était plus en mesure de réagir. Il était l'objet d'un chantage, et un roi qui est l'objet d'un chantage n'est plus un roi. Bon. C'est absolument. On voit Il a bien. plus l'autorité. On voit. Pardonnez-moi, Marion, parce que j'aimerais en fait que l'on revienne sur ce qui est central dans le livre et les propos que vous avez. C'était le lien entre Kinsey, Rockefeller et la CIA. Alors, je vais vous expliquer la suite. Donc, ça, j'ai découvert que la pédophilie, ça, c'était un risque de notable et que ça n'était pas nouveau. Qu'est-ce que c'est que l'affaire Kinsey, Rockefeller et la CIA? À partir de 1948, un certain Alfred Kinsey déclenche la révolution sexuelle et il décrète que toute la sexualité qui relevait de la morale doit désormais relever de la science. Et ce monsieur alors il était financé par l'Institut Rockefeller et largement protégé par la CIA. Il a fait violer des dizaines et des centaines et des centaines de gosses, puisque on arrive maintenant à peu près au chiffre de plus de 2000, 2300, je crois. Et il a fait violer ses enfants à la fois par des pervers et dans le cadre d'expériences absolument terrifiantes, pour démontrer que ses enfants jouissaient. Et en fait, ce qu'il appelait la jouissance de ses enfants, quand ses petits-enfants, dont quelques-uns n'avaient que quelques mois, quand ils poussaient des hurlements, qui s'évanouissaient, qui faisaient des crises d'épilepsie, il appelait ça des orgasmes. C'est-à-dire que la révolution sexuelle, telle qu'elle a été déclenchée en 1948 par cette Alfred Kinsey, alors financée par l'argent des Rockefeller, financée par Rockefeller et absolument supervisée par la CIA, ça a consisté à renverser totalement tout le paradigme, tout ce qui concerne la sexualité. Ce qui était caché va devenir public, ce qui relevait de la morale va relever de la pseudo-science. Alors c'est évidemment une pseudo-science, hein, c'est pas du tout une vraie science. Et la révolution sexuelle déclenchée par Kinsey en 1948, elle, comme on dit aujourd'hui, elle est passée crème, c'est-à-dire que à partir du moment où suffisamment de mensonges ont été racontés sur la réalité de ces expériences, le public a gobé et a dit ben oui, peut-être qu'il faut changer de paradigme, peut-être qu'on a tort, peut-être que la sexualité ça peut concerner les pouvoirs publics. Or, une certaine Julie Treisman, une dame, mère heureuse et épanouie de 4 enfants, elle avait un beau mari, des beaux enfants, un métier qui lui rapportait. Elle a découvert en 1966, elle avait à ce moment-là 31 ans, que sa petite fille qui avait 11 ans, qui dépérissait et qui allait de plus en plus mal, était en fait violée par le voisin du dessus. Et quand elle s'est révoltée et qu'elle a raconté dans son entourage que sa fille se faisait violer par le voisin du dessus, 2 personnes de son entourage, une tante qui habitait à l'autre bout de l'Amérique et une de ses amies qui habitait à côté de chez elle, lui ont toutes les deux dit « Mais enfin ma chérie, tu sais bien que ta fille l'a certainement cherché, les enfants sont sexuels dès la naissance. » Et c'est-à-dire que ce que Kinsey avait prétendu dans ses rapports et avait complètement échappé à Judith parce qu'elle ne s'intéressait pas à ces sujets-là. Et c'est là qu'elle a découvert que il y avait des gens qui sexualisaient les enfants à partir d'une science absolument abjecte. C'est une pseudo-science. Donc elle a étudié, elle a voulu aller voir ce qui se passait, ce que c'était que ce Kinsey. Elle a étudié, et elle a découvert que en fait ce que Kinsey appelait des orgasmes, c'était des signes de détresse absolue, et elle a essayé de faire valoir la vérité. Elle a fait une campagne, enfin elle a fait un travail absolument phénoménal pour alerter. Alors elle a repris ses études pour devenir docteur en communication, ce qui était la bonne chose à faire, puisqu'elle voulait étudier le modus operandi de ces gens à travers les médias. Donc un doctorat en communication, c'était juste ce qu'il lui fallait. Et là elle a été rejointe par des gens absolument étonnants qui ont voulu l'aider, et elle a surtout été la cible d'une campagne absolument odieuse, abominable à travers toute l'Amérique. On a voulu la faire taire en disant c'est une folle, c'est une hystérique, c'est une grand-mère qui se fait payer à regarder des magazines cochons. Parce que ce que faisait Julie Treisman au début de son combat, elle lisait la presse du sexe prétendument doux, c'est-à-dire soft, comme on dit, Playboy, qui montrait des femmes nues pour le loisir d'hommes, de ce qu'on appelle le Playboy, c'est-à-dire le séducteur, quoi. Et en fait, elle a découvert que derrière
derrière ces images de famille en papier glacé, il y avait des images de petites filles, de petits garçons, et en fait que le Playboy était essentiellement promoteur de la pédophilie, de la pédocriminalité, du sadisme, et elle a vraiment fait elle a consacré vraiment tout son temps et toute son énergie à dénoncer ces horreurs. Alors, elle a été menacée, elle a été harcelée, elle a fait l'objet de trois audiences absolument hostiles au Congrès américain où on a dit qu'elle avait pas ses diplômes alors qu'elle les avait. Ouais, vous lancez pas dans un truc comme ça en annonçant des diplômes si vous les avez pas, enfin c'est complètement aberrant. Et elle a finalement été rejointe par des gens de très grande qualité qui n'étaient pas très nombreux, mais dont certains avaient suffisamment de pouvoir pour lui dire Madame, on vous accueille chez nous, venez faire vos études chez nous, et c'est comme ça qu'elle a continué et qu'elle a pu arriver sur la toile se faire connaître sur la toile par des conférences, par des vidéos, et elle a été sollicitée par des catholiques de Croatie au moment où le mariage pour tous a bouleversé la France et les pays occidentaux. En Croatie, vous avez un mouvement qui s'est créé. La Croatie est un pays très catholique. Et un certain nombre de personnalités croates ont dit mais on ne peut pas laisser faire ça. Une journaliste a voulu faire une émission sur ce que c'était que cette révolution sexuelle, et elle a été licenciée sans autre forme de procès. Enfin bon, elle a appelé Judith Reisman au secours, elle l'a trouvée sur la toile, elle l'a fait venir en Croatie. Judith est allée en Croatie 2 fois, elle a fait véritablement un triomphe. Enfin, les gens la croisaient dans la rue, ils lui jetaient des fleurs, ils l'embrassaient, enfin voilà. Elle a donné les arguments pour permettre aux Croates de résister à cette pieuvre absolument immonde qui avance partout et qui dit les enfants sont sexuels dès la naissance, donc il faut leur parler sexe dès la naissance, il faut les éduquer à la sexualité, et si les parents sont pas d'accord, eh ben, on se débarrasse des parents. Donc, si vos parents vous posent problème, on se débarrasse des parents. Voilà. C'est comme ça qu'on arrive au programme EVARS dans les écoles à partir de 3 ans. Absolument. Et alors, les théories de Kinsey, c'était 3 ans, c'est encore vieux. Ils disaient l'éducation sexuelle commence dès la naissance. Alors, expliquez-moi comment vous faites de l'éducation sexuelle dès la naissance. Expliquez-moi en quelle langue. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça veut dire que ces gens-là se partent de prétextes absolument abominables pour tripoter et violer les enfants. Enfin bon, le corollaire de toutes ces horreurs, c'est que pour avoir le libre accès aux enfants, il faut les séparer des parents. Et quand j'ai écrit un livre qui s'appelle Sexologie et d'abord un premier livre qui s'appelle Les droits sexuels ou la destruction programmée de l'enfance et de la famille. Et ce livre a une première version, ça a été en 2016. Et à la fin de ce livre, je disais qu'en Angleterre, les réseaux qui œuvrent à séparer les enfants des parents sont tellement puissants que maintenant on enlève les enfants du ventre, à la sortie du ventre de leur mère dans les cliniques d'accouchement, si la mère est considérée comme trop pauvre. C'est-à-dire qu'au lieu d'aider une mère trop pauvre à élever son enfant, on le lui retire à titre préventif à la sortie du ventre de sa mère. Et je terminais mon livre en disant, il y a maintenant des bateaux entre l'Angleterre et la France de jeunes femmes enceintes qui viennent accoucher en France. C'est plus la peine qu'elles viennent accoucher en France. Maintenant, c'est arrivé chez nous. Maintenant, on sépare. Mais tant et plus les enfants des parents. Dès qu'il y a le moindre problème, les services sociaux s'emparent de la chose et séparent les enfants, arrachent les enfants à leurs parents. Alors il y a 1000 prétextes. Hein. Il y a les prétextes que les parents sont désunis ou que la mère fait pas le ménage ou que n'importe quoi. L'État se mêle de séparer les enfants des parents, et une fois que les enfants sont sortis du cadre de la protection familiale, tous les abus sont possibles et ils ont cours, ils ont lieu. Il y a suffisamment de gens maintenant qui ont fait des études là-dessus pour qu'on comprenne que tous ces enfants qui sont arrachés à leur famille tombent de Caribe dans Scylla et passent d'une situation difficile à une situation abominable. De difficile, c'est passé à abominable et souvent irrécupérable. Donc, le message qu'il faut faire passer, c'était vraiment le but de Judith. Alors, Judith s'est rendue compte également. Elle a poussé son analyse jusqu'à comprendre qu'en fait, il y avait au cœur même de l'État américain, c'est-à-dire au cœur même de l'université, de la médecine, de l'État, de la banque, au cœur même du système,
il y a une justification d'atrocités commises sur des gens sans défense au nom de la science. C'est-à-dire que des hôpitaux américains ont fait des expériences à cerveau ouvert, ils ont fait ingérer des produits radioactifs à des petits enfants, ils ont torturé, c'est abominable. Il y a eu des expériences absolument atroces faites sous couvert de la science dans des hôpitaux américains, des hôpitaux publics américains, avec l'aval de la justice, de la science, de l'université. C'est abominable. C'est ça que Judith a découvert et elle m'a envoyé son manuscrit qu'elle a appelé Kinsey Rockefeller CIA et que j'ai publié, que j'ai traduit et que j'ai publié parce que alors dans l'intervalle elle est morte, elle me l'a envoyé en septembre 2020. Elle l'avait envoyé à deux autres personnes, un professeur de droit américain et une avocate jamaïcaine. Et la troisième version, c'est tout pour moi. Elle m'a dit, si tu peux le traduire et le faire passer dans la francophonie. Donc, ce livre, je l'ai traduit toute seule. Hein. Je suis pas traductrice, mais en disant, je me suis fait vraiment encadrer et puis je l'ai surtout édité, vu et revu. Et j'ai obtenu, puisque ma pauvre Judith est morte au mois de mai 2021, sans avoir vu le livre sorti véritablement. Il a été mis sur la toile, mais personne ne lit un gros pavé comme ça en PDF. Donc l'idée a été de le publier. Donc je l'ai publié avec l'aval bien sûr de l'Institut Reisman, qui sont les ayants droit exclusifs de Judith. Hein. Ce sont eux qui ont hérité de tout son patrimoine auquel j'ai accès. Hein. J'ai accès à ces archives. Donc, ils m'ont donné l'autorisation de le publier. Je l'ai publié sous ma bannière qui s'appelle Réhistoire pour tous. Alors, je suis donc la traductrice, préfacière et postfacière de ce livre qui s'appelle Kinsey Rockefeller CIA. Et ça, c'est vraiment le livre, c'est la bombe, Ça montre la profondeur de l'implication de tout l'État américain dans ces horreurs. Et j'ai jamais eu de sentiment de satisfaction comme j'ai eu au moment de l'explosion des dossiers Epstein. J'ai dit, ça y est, ça sort. Et je regrette que Judith n'ait pas vu le voir parce qu'elle me disait, je crains bien qu'il soit toujours plus fort et qu'on n'arrive pas à le sortir. Je lui ai dit, tu verras, ça va sortir, et puis paf, ça y est, c'est sorti. Et le monde peut maintenant voir l'étendue du crime. Alors, et le crime, c'est le crime contre les parents, contre les enfants, contre la famille et contre l'intimité. Parce que qu'est-ce que c'est que cette pseudo-science? C'est une science qui vient se mêler de ce qui se passe dans la chambre à coucher. Et la chambre à coucher, c'est l'espace sacré des couples. On n'a pas le droit d'y entrer. C'est justement au cœur en fait de ce sujet sur lequel je voulais vous entretenir, c'est qu'en fait il y a une parfaite collusion d'intérêts entre l'argent, Rockefeller, pour ne pas le nommer, la science, avec ses expériences de Kinsey, où un petit chercheur de rien du tout a été mis en avant pour cet abri, et la CIA qui a alimenté tout ça par ses moyens, mais avec une domination. Et qui a permis de le dispatcher dans le monde entier. Dans le monde entier. Parce que le but, c'est la domination du monde. Le but, il y a des gens, voilà, faut le savoir, hein, on les a trouvés à Londres, à l'Institut Tavistock à Londres, maintenant ils se sont déplacés, je crois, en Amérique, mais il y a des gens qui ont décidé de réduire la population mondiale pour pouvoir la dominer. Alors, ce sont des gens qui sont ce qu'on appelle eugénistes, qui veulent, d'une part, l'eugénisme dit positif, c'est-à-dire créer une race de seigneurs, c'est-à-dire par la sélection, on va trouver les meilleurs, les plus. C'était d'ailleurs l'obsession de Jeffrey Epstein. Epstein était un eugéniste qui voulait absolument découvrir l'éternité par la super sélection des gènes qui allaient faire, etc. Il voulait également obtenir l'éternité par la perpétuation de son propre patrimoine génétique, mais pas que le sien. Donc c'est ce qu'on appelle l'eugénisme positif, c'est-à-dire créer une race de seigneurs, et l'eugénisme négatif, c'est se débarrasser de tous les inutiles. Et tous les inutiles, c'est tous les gens qui ne collent pas avec ce que veulent ces gens-là. Le plan mondial, le plan de domination mondiale tel qu'il a été élaboré, alors il a été élaboré au début du XXe siècle, et puis après ça s'est peaufiné. La dernière version qu'on a de cette chose-là, je crois que c'est 1969.
Et on va se débarrasser de la majorité de la population mondiale par des maladies, par des injections, c'est-à-dire des vaccinations, par la sexualisation des enfants. Une fois que les enfants sont sexualisés, il y a plus de famille possible, il n'y a plus de reproduction possible, par la promotion de l'avortement sous toutes les formes, par la promotion de l'homosexualité. Alors ça a été d'une efficacité absolument redoutable. L'homosexualité qui a toujours existé et qui ne regarde personne, enfin, je veux dire, c'est voilà. On est homosexuel ou on n'est pas, il n'y a pas de jugement à porter, mais brusquement, c'est devenu quelque chose de bien, qu'il fallait absolument promouvoir. Les homosexuels, les travaux de Kinsey ont fait passer les homosexuels pour quasiment la majorité de la population. Si on suit le raisonnement développé par Kinsey, les gens qui sont exclusivement hétérosexuels sont une toute petite minorité. Alors, c'est sociologiquement absolument faux. Donc cette promotion absolument phénoménale à tous les niveaux de l'homosexualité, c'est en fait la promotion d'une sexualité non fécondante, c'est-à-dire qui participe de l'élimination de la population. Si les gens avortent, la destruction de la famille, par l'intermédiaire de la destruction de la famille. Eh ben, absolument. Et la famille ne peut fonctionner que dans la mesure où il y a un père protecteur et une mère nourricière. Tout à fait. C'est comme ça. C'est comme ça. Et s'il n'y a pas de protecteur et mère nourricière, qui est-ce qui va être le protecteur? C'est le prédateur, c'est-à-dire l'État. Et qui est-ce qui est nourricier? Ben c'est encore l'État. C'est une abomination. Je pense qu'il y a quelque chose à faire maintenant, parce que il était absolument pas prévu au programme que ces choses-là sortent. Dans tout ce plan phénoménal, c'est énorme. Dans tout ce plan, ce qui était prévu, c'est que ça reste caché. Et que ce qui allait être connu officiellement, ça puisse passer, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est un problème américain, ça ne nous concerne pas, c'est pas chez nous. Ouais, c'est pas chez nous. Alors qu'en fait, la France, je pense que la France a été fait d'Hollande avant les autres. Je n'accuse pas mon pays d'être plus vicieux que les autres. J'accuse les pédophiles d'avoir attaqué la France parce qu'il était plus important de la faire tomber. C'est-à-dire que la beauté de ce qu'a été la société française, c'était ce qu'il fallait détruire. Et la pédophilie, la pédocriminalité, l'implication des notables dans des crimes qui font qu'ils sont complètement englués, ils sont pieds et poings liés, ils peuvent plus rien faire. C'était la France qu'il fallait viser pour la faire tomber. Et voilà, donc je n'accuse pas mon pays, j'accuse les pédocriminels de l'avoir ciblé pour mieux le détruire. Donc voilà, j'ai vraiment à cœur que mes concitoyens se réveillent, comprennent à quel point c'est grave, et surtout je pense qu'ils comprennent qu'il y a des solutions. Je pense qu'il y a des solutions à ces horreurs. Les solutions, alors j'essaie d'en inventer, d'en développer. Je pense que la première chose à faire, c'est de comprendre que l'État n'a pas à s'occuper de ces affaires-là. Bas les pattes. L'État, à partir du moment où vous avez une institution super puissante qui a la protection de l'État, c'est fichu. Parce que ces gens-là, même si le projet d'origine n'est pas malsain, les pédophiles se mettront dedans pour pouvoir tout manigancer, Ils feront ce qu'ils ont fait jusqu'ici, c'est-à-dire prendre la main et inventer de nouvelles histoires pour de toute façon continuer à s'échapper. C'est comme ça qu'on fait passer un lampiste qui s'appelle Jack Lang. Exactement. On l'extrait très vite au Maroc pour surtout pas en reparler. Et puis derrière, on déclare une guerre en Iran, comme ça on parle d'autre chose. Ouais. Voilà. Alors, Donc, je suis pas sûr que ce soit vraiment un lampiste, mais en tout cas, je vois pas pourquoi il paierait pour les autres. C'est d'ailleurs le principe. Moi, j'ai été pendant très très longtemps, alors j'ai évolué de ce point de vue-là, mais j'ai été pendant très très longtemps opposé à la peine de mort parce que, en étudiant l'application de la peine de mort, je me suis rendu compte qu'elle était toujours appliquée aux lampistes. Et qu'une fois que le lampiste avait payé pour les autres pouvaient continuer tranquillement. Et c'est à ce titre-là que j'étais contre la peine de mort. Donc j'ai évolué de ce côté-là, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais effectivement, le faire payer un lampiste, ça permet au système de continuer. Je pense que la solution pour sauver les enfants, et si on ne sauve pas les enfants, si on ne protège pas les enfants du sexe, il faut impérativement que les enfants se trouvent protégés du sexe. On n'a pas à leur montrer, on n'a pas à leur en parler, on n'a pas à les éduquer au sexe. C'est non et non et non. Ça vous parlez à n'importe quel pédopsychiatre, il vous dira la même chose. Le sexe ne concerne pas les enfants, et le truc qui consiste à dire de toute façon on leur en montre, alors il n'y a qu'à leur en parler. Non, si on leur en montre, il faut le leur cacher. Point barre.
Tout Et à on n'a fait. absolument pas à sexualiser les enfants. Alors je pense qu'il y aurait des solutions à développer, enfin des solutions, mais des revendications très importantes à développer pour tous les gens qui sont concernés, mais qui soient concernés parce qu'ils ont des enfants, ou moi je n'en ai pas et je suis concerné également, de dire que l'État n'a pas à s'occuper des enfants et que les familles en danger, les enfants en danger dans des familles ou les familles dysfonctionnelles qui risquent de mal tourner et d'agresser les enfants sexuellement, la sauvegarde des familles et des enfants doit être mise entre les mains d'instances de proximité, c'est-à-dire sous le regard de l'environnement, du voisinage, de la mairie, de la Une paroisse. mise en responsabilité et en responsabilisation des gens autour de nous, sachant que Voilà, exactement. Et alors, avec cette idée que une famille dysfonctionnelle, et ça finira toujours mal. Ça finira toujours mal. C'est pas parce qu'elle est dysfonctionnelle qu'on peut pas essayer de la soigner. Il y a des thérapies de couple, pourquoi il y aurait pas de thérapie familiale? Je veux dire, avant que le père violeur, le père incestueux passe à l'acte, il y a un dysfonctionnement d'emblée. Vous voyez ce que je veux dire? Et il devrait y avoir des instances compétentes, bienveillantes et de proximité, c'est-à-dire sous la surveillance de l'environnement, de l'entourage, qui doivent pouvoir aider les familles dysfonctionnelles, à éviter le pire, à essayer d'éviter le pire, si le pire a eu lieu, c'est-à-dire si l'agression sexuelle a eu lieu, faire en sorte que l'éloignement ne soit ni définitif, ni trop loin, ni punitif pour l'ensemble de la famille. Alors en général, le père violeur, il s'en tire toujours. Il est bien avec le préfet, avec le machin. Bon, je ne veux pas tirer sur les préfets plus que sur les autres, mais disons que le pédophile, en général, il s'en tire bien. L'enfant, quand il est retiré, il est mis dans des familles d'accueil où c'est pire qu'avant. Et il ne voit plus sa famille, c'est-à-dire que c'est double et triple peine. Donc je pense que si on veut éloigner à titre préventif, conservatoire ou réparateur un enfant de sa famille, il faut le faire dans son environnement immédiat, de telle sorte qu'il ne perd pas en même temps que son bourreau, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses oncles, ses cousins, son grand-père, sa grand-mère. il se trouve, Marion, la solution qui est trouvée par les pouvoirs publics, c'est toujours l'éloignement, la rupture et le drame. Alors que on devrait pouvoir inventer, je dis bien inventer, fabriquer, à l'aide de gens compétents, c'est-à-dire il y a des psys dans ce travail de réparer. J'en ai rencontré quelques-uns qui m'ont semblé absolument importants, de pouvoir rétablir la communication là où c'est possible, et là où ça n'est pas possible, faire en sorte que la séparation soit la moins douloureuse possible pour le reste de la fratrie, pour le reste de la famille. Et tout à fait. Il se trouve, Marion, que la justice par l'intermédiaire de l'ASE, la justice aujourd'hui est un instrument de cette pieuvre que vous décriviez. Donc, mais absolument. En fait, c'est depuis le week-end. C'est depuis le week-end. Les juges se mêlent de ce qui ne les regarde pas et ils sont au service de l'ASE qui est au service et la République a été mise au service de ces vices-là. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut conclure que le système en lui-même est déjà organisé, structuré pour favoriser cette pédocriminalité. On le sait tous. Aujourd'hui, quelle est votre morale? C'est le thème de notre marche aujourd'hui. On est soit, comment dire, animé par le profit, l'intérêt, l'argent, c'est le diable absolu, ou par l'humanité, son cœur, ses valeurs, ses principes, et une morale qui interdit absolument ce crime des crimes de toucher aux enfants. Dès lors que l'on est au courant que ce crime existe, qu'il est organisé, structuré pour aller jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire l'anéantissement de l'humanité, en tout cas d'une grosse partie de l'humanité, il est question aujourd'hui de savoir à quel moment on se met en responsabilité entre les enfants et eux. Parce qu'aujourd'hui, au moment où on parle, on a des centaines d'enfants qui sont abusés. On en parle, ils souffrent, et on s'est toujours pas levé pour mettre un point final à cette
comment dire, à quelque chose d'absolument immonde, innommable. Mais attendez, il faut savoir quand même que moi j'ai rencontré des gens qui justifient les vases précisément, dans le but, disent-ils, de protéger les enfants. Alors il y a une chose qui doit être dite, c'est qu'il ne s'agit pas seulement des enfants, il s'agit de la sexualité en général. La sexualité concerne l'intimité sacrée des couples, point. L'État n'a pas à s'en mêler. Alors là, la révolution qu'il fait, ça consistait à dire, vous croyez que le sexe relevait de la morale, pas du tout, ça relève de la science, donc des pouvoirs publics. Maintenant, il faut revenir à des fondamentaux. Le sexe ne regarde pas les pouvoirs publics. Le sexe regarde l'intimité sacrée des couples, point. Donc il s'agit bien d'une décision à prendre par... On n'a pas à parler sexe en public. On est bien d'accord que c'est une décision à prendre par les parents, Marion. J'ai pas entendu. Il s'agit bien d'une décision à prendre par les parents. Personne ne peut se substituer aux parents pour trouver ça anormal qu'on parle de sexe et d'éducation sexuelle à l'école de son enfant. Oui, mais il y a pas que, oui, absolument. Ça regarde, l'éducation concerne les parents, mais d'autre part, je dis bien, et je le dis en grand, la sexualité ne regarde pas les pouvoirs publics, mais la sexualité en général. La sexualité en général. Vous avez une association qui s'appelle le planning familial qui pleure parce qu'on veut lui couper les fonds. Mais c'est abominable, le planning familial, vous vous rendez compte, on veut lui couper les fonds. Vous savez ce que c'est que le planning familial? Vous savez ce que c'est à l'origine, au départ et à l'arrivée? C'est une association eugéniste qui veut réduire la population. Ça n'a jamais été une organisation qui veut planifier les familles. On ne planifie pas les familles en tuant les bébés. Le planning familial, si vous ouvrez le site planning familial, c'est avortement à droite, avortement à gauche, avortement devant, derrière et sur les côtés. Avortement. On planifie pas une famille en tuant les bébés. Donc, on a une politique, c'est mondial, mais regardons en France, on a une politique prétendument d'égalité entre les garçons et les filles. À quel titre on veut que les garçons et les filles soient égaux? À quel titre? Pourquoi est-ce que les garçons et les filles seraient égaux? Je vois pas l'intérêt. C'est quoi ce mythe, la l'égalité, pour qu'on soit tous égaux? Tous ces trucs-là, toutes ces idées qui vont avec cette intrusion des pouvoirs publics dans tout ce qui touche au sexe, le genre, qu'on appelle maintenant le genre, on dit que maintenant on peut changer de sexe, etc. Tout ça, ça doit s'arrêter. L'État n'a pas à se mêler de ces choses-là. Bonjour Marion, ici Pascal. Oui. J'avais donc une question. Là, vous parlez donc évidemment, l'État n'a pas en fait à entrer dans l'intimité du couple et de la sexualité. Exactement. Mais je rajouterais que les intérêts privés non plus. Et aujourd'hui, en fait, je pense que c'est un sujet qui n'est peut-être pas assez développé. Mais les ravages que font la pornographie, évidemment, sur les enfants, mais aussi sur les adultes, de façon générale. Mais bien sûr, la pornographie, c'est une abomination. Vous savez ce que me disait Judith peu avant de mourir? Elle me dit, Marion, c'est une abomination. Les hommes sont devenus impuissants. S'ils sont pas impuissants, ils sont terrorisés. Ils ne font plus l'amour. Les gens ne font plus l'amour. Tout le monde se masturbe. Il n'y a plus d'amour. C'est à la fois, en fait, c'est à la fois un moyen de finalement réduire la vraie sexualité qu'il pourrait y avoir entre des personnes qui s'aiment. Et donc qui aboutit finalement à créer un enfant, la vie. C'est une désacralisation finalement aussi de la vie. Et sinon, je pensais aussi à autre chose. On a deux romans qui m'inspirent beaucoup, 1984 et Le meilleur des mondes. Et Le meilleur des mondes, je rappelle, il a été écrit dans les années 30 et il est extrêmement actuel. C'est un livre en fait qui va parler notamment de l'arrêt de la reproduction naturelle. Dans laquelle en fait tous les êtres humains sont créés par clonage, je rappelle les années 30, et le sexe en fait est là simplement justement pour le côté récréatif. C'est un livre vraiment que je vous conseille à tous relire parce qu'il est extrêmement actuel, qui parle également du transhumanisme, et on est vraiment là-dedans. C'est un plan qui finalement est là de longue date. Alors je parle de ça, de ce fameux Huxley, Aldous Huxley. J'en parle dans mon livre Sexologie et mensonges. Alors il y a le livre de Judith qui s'appelle Kinsey, Rockefeller et CIA, et il y a celui que j'ai écrit moi
qui s'appelle Sexologie et mensonges, le combat de Judith Reisman, dans lequel je raconte la genèse de l'histoire de Judith, notre rencontre, et également ce que c'est que la sexologie en France et les horreurs qui sont commises en France. C'est absolument hallucinant. On conseille à tous de lire ces livres qui sont extrêmement riches en informations et qui permettent d'ouvrir son esprit. Et je vous dis également la marche rouge qui vous montre comment c'était déjà le cas sous Louis XV. Parce que c'est intéressant de savoir qu'avant la Révolution, 30 ans, 40 ans avant la Révolution, les juges faisaient du trafic d'enfants, du trafic pédocriminel c'est pas intéressant ça? C'est pas intéressant ça? Et quand le roi a essayé de savoir ce qui s'y passait, avec l'archevêque de Paris a essayé de voir ce qui se passait à l'hôpital général, on lui a lancé un mandat d'arrêt contre l'archevêque. Le roi a été obligé de l'exiler à l'autre bout de la France pour que les juges puissent pas lui mettre la main dessus. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait regarder ce qui se passait à l'hôpital. D'ailleurs, de vous à moi, je suis persuadé qu'il a rien su. Tous les trafics pédocriminels que moi j'ai vus à l'hôpital général, personne ne les a vus. Personne ne les a vus. Sachant que, il me semble, là je vous laisse poursuivre, pardon. Non, continuez, comme il me semble, en fait, finalement, malheureusement, le problème de la pédocriminalité date, de la nuit des temps. C'est-à-dire que lorsqu'on étudie un petit peu la Grèce antique, on parle malheureusement d'abus sexuels. Et finalement, dès lors qu'il y a du pouvoir, dès lors qu'il y a de la richesse, malheureusement, il y a des abus qui se font. D'ailleurs, toutes les civilisations ont en commun d'avoir des interdits, qui sont notamment le cannibalisme et la pédocriminalité. Exactement. Et alors, ce qui est intéressant dans l'actuelle affaire, on peut dire l'affaire Epstein, hein, puisque on en parle par son nom, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois que le système est dénoncé ouvertement, publiquement. Ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Il y a eu des scandales, il y a eu un tel qui a payé, etc. Regardez le bon vilain. Il y a eu qu'on appelait les balais roses, l'affaire Le Troquer, là, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais il y avait l'affaire du Trou qui a un petit peu fait de bruit, mais qui a très vite été étouffée. L'affaire Outreau aussi, mais qui sont restées confidentielles. Et c'est là que les médias n'ont pas joué leur rôle aussi. Oui, mais c'est là que Marion Sigouin a commencé à comprendre, et croyez-moi, elle n'était pas toute seule. Hein. Et c'est comme ça que les choses sont en train de changer. C'est là que je suis tombé dessus, hein. C'est là que je suis tombé dessus. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans cette évolution, l'affaire du Trou, au début, on disait, mais non, mais c'est pas vrai, c'est des fantasmes. Vous vous rendez compte? Des fantasmes. Comme si les gens pouvaient rêver à des atrocités pareilles. C'est hallucinant. Des fantasmes. Moi, je connaissais une psychologue, elle me disait, bon, enfin, Marion, ces histoires-là, c'est des fantasmes. J'ai dit, mais attends, toi, t'as peut-être des fantasmes comme ça, mais moi, non. Est-ce que tu pourrais revenir sur le marquis de Sade? Parce que je pense qu'il a fait beaucoup de mal. Ah, pardon. Excusez-moi, Marion. Non, le marquis de Sade, c'est pas tant. C'est sûr qu'on pourrait passer toute une journée avec vous. Marion. Mais, oui. On termine peut-être là-dessus. Parce qu'on devrait continuer après. Je vous laisse terminer, peut-être. Un mot sur le marquis de Sade. C'est pas tant le marquis de Sade qui a fait du mal que les salopards qui l'ont fait passer pour un homme de lettres. Parce que le marquis de Sade a tout écrit en prison. D'accord? Alors, faire passer le marquis de Sade pour un écrivain victime de l'obscurantisme du régime qui l'a mis en prison à cause de ses écrits, c'est un mensonge éhonté. Il a tout écrit en prison, c'est-à-dire qu'il a été mis en prison pour ce qu'il avait fait et pas pour ce qu'il avait écrit. Ce type était une abomination, et mais c'est pire que pas du respect. Je veux dire, j'ai une haine farouche pour les salopards qui défendent ce type comme ayant été un homme de lettres. C'était un pornographe. J'ai rencontré un jour un gars, je ne sais pas comment, c'était un gars de gauche, c'était encore les gens que je fréquentais à la gauche. Il voulait un jour, ce type ici dans Lyon, là, il voulait un jour proposer au cadeau de Noël que les gens lisent les 120 journées de Sodome. Il n'y a pas pire abomination, pathologie, radicale, abominable ce truc-là. Eh ben oui, mais c'est bon, c'est du marquis de Sade. Non, mais on arrête. Le marquis de Sade est un pervers, un type absolument abominable, et j'étais pas du tout un homme de lettres. Et alors, incidemment, pour la petite histoire, je crois que pendant la Révolution, il était dans la même section que Maximilien Robespierre. Mais ça c'est une autre histoire. Ma connaissance. Merci Marion pour votre intervention. Voilà.
Merci beaucoup, Marion. On va prendre... J'espère que je vous ai apporté quelque chose. Donc voilà, les 3 livres que je vous conseille, c'est La Marche Rouge pour voir comment c'était sous Louis XV, Sexologie et l'enfance pour voir l'histoire de Judith et la sexologie en France, et puis Kinsey Rockefeller Teia pour voir la pieuvre mondiale. Voilà. Super, on les incrustera dans la vidéo. Merci Marion Sigaud. C'est un gros rhume, c'est pour ça que je suis pas à Paris. Merci pour votre Bonne journée, intervention. bonne année. Et surtout les parents, courage, vous allez gagner, le bon sens va gagner, c'est évident. Si vous ne deviez pas gagner, l'affaire n'aurait pas éclaté. Elle éclate parce que la vérité doit faire son chemin. Courage. Merci à vous également, Marion Sigaud. Au revoir. Au revoir. Au revoir.